Merci. Tout au début, je pense qu'il est fort nécessaire d'adresser un salut sincère aux martyrs de la Révolution. Et la révolution du 17 décembre, 14 janvier, parce que sans le sang versé de ces martyrs, nous n'aurions jamais pu être réunis ici pour parler et discuter de ces affaires fort importante. Cette révolution, 5 années se sont écoulées depuis sa réalisation. Et je pense que cette séance elle est tombée un peu en retard. Et non seulement la séance d'audition et même la transition démocratique a trébuché et été très lent. Et la contre-révolution, donc, elle a pris le dessus sur les sacrifices du peuple tunisien. Et je pense qu'il ne nous reste qu'une chose, c'est de croire et c'est de nous adresser à cette instance. Je parle bien sûr de l'IVD qui est notre dernier bouée de sauvetage au profit de notre révolution. Mais en tout état de cause, nous pensons que le peuple tunisien, on a ras-le-bol, et voilà, à tel point que certaines franges de la population n'en veulent plus parler, cette révolution. Mais je dis à tout le monde que ce traumatisme psychique dont souffre le peuple tunisien, c'est le creux de la vague. Et la prochaine vague, elle est à venir. Et vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que les revendications de la révolution et les objectifs de cette révolution n'ont jamais été réalisés, surtout sur le plan économique et social, d'une manière particulière. D'autre part, nous pensons, et ici, voilà, on entre dans le vif du sujet pour gagner un peu de temps et pour ne pas être aussi lourd sur les auditeurs et les téléspectateurs, parce que parler de ces questions, il fait mal, c'est douloureux, et il est accompagné de souffrances psychiques pour nous et pour tout le monde. Nabil Barakat était né en 1961 et comme Madame l'a dit tout à l'heure, il a été assassiné sous la torture, était en 87, c'est-à-dire il était à la fleur de l'âge, 26 ans seulement. Et au mois de mai prochain, lors de la 31e commémoration de son assassinat et du fait qu'il est devenu martyr, nous pensons dès maintenant au niveau tout d'abord de la famille. On se disait que si Nabil n'était pas mort aujourd'hui, il aurait peut-être 56 ans et peut-être il avait à ses côtés ses enfants vivants à ses côtés. Donc ce sentiment au sein de la famille est simple et suffisamment clair et limpide. La plaie n'a jamais été donc guérie et on n'a pas fait le deuil et on ne peut pas fermer ou clore ce dossier. Mais il y a une condition à cela, c'est que beaucoup de choses doivent avoir lieu avant cela. Et je vais en parler tout à l'heure. Nabil, je rappelle son train de vie, son fil de vie jusqu'à son décès le 7 avril 87. Donc cette mort n'était pas fortuite ou quelque chose d'arbitraire, ou de passager. Et surtout que certains, je me souviens qu'il y avait un policier qui écrivait dans un journal quotidien, il a dit que Nabil Barakati était mort
parce qu'il était délinquant. Non, Nabil Barakati était excellent. C'est un jeune exceptionnel dans ses études, depuis les études primaires et dans le quartier. Et donc il avait des caractères humains, toujours vifs, pieds fins. Il était très gentil, respectueux à l'égard d'autrui. Lors de son enseignement secondaire, et donc il a été inscrit à Teboursok, au lycée de Teboursok, qui occupait la bâtisse d'une ancienne prison française. Et il a vécu trois événements, disons, aux trois étapes. Tout d'abord, la période d'adolescence que je qualifierais d'intellectuelle. Et je ne parle pas de l'adolescence dans le sens biologique, mais je parle de son adolescence intellectuelle, c'est-à-dire le fait qu'il était si avide de savoir et de connaissances, et il était curieux, il faisait des recherches personnelles en chimie, en nucléaire, dans le monde de l'infini, et lorsqu'il étudie la littérature arabe classique, il revient à approfondir ses connaissances en matière de poésie arabe pré-islamique. Et je rappelle que sa famille est composée, c'est-à-dire notre famille est composée de 4 filles et 4 garçons. Et dans l'ordre des garçons, c'était le dernier Nabil. Après lui, il y avait que Henda, qui était une fille, qui était la Benjamin. Et au sein de cette famille, le livre, il était toujours présent au sein de notre famille. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de son arrestation, s'il vous plaît? Voilà, je vais en venir, y venir. Donc, au lycée de Teboursok, il y a cet aspect-là, cette avidité de recherche et de découverte dans les différents domaines du savoir. Il y a 2 événements qu'il a vécu. Tout d'abord, qu'il était en compagnie d'un professeur jeune qui était donc un militant estudiantin lorsqu'il était étudiant. Ce jeune professeur-là, j'en parle, ensemble, l'élève et le professeur, ils ont mis en place un ciné-club à Teboursok. Et à Teboursok, donc, ça a animé la vie culturelle de la vie, ce club. Et puis, lors du mouvement scolaire, de contestation scolaire de 80-81, il a joué un rôle d'avant-gardiste dans ce mouvement. Et lors de l'année de son bac en 81, il s'est déplacé plusieurs fois pour vivre les cercles de discussion syndicales. Il passait des nuits dans les foyers avec les étudiants. Et il se préparait à la vie estudiantine qui l'attendait. Donc il avait la possibilité de réussir brillamment avec une forte moyenne, mais le fait qu'il a consacré beaucoup de temps, d'intérêt à ces questions d'ordre politique, il n'a pas pu, donc, lors de l'orientation universitaire, obtenir ce qu'il espérait faire, et donc il a été orienté vers une sorte de ISET ou l'équivalent de IUT en France, et il en est sorti un ingénieur adjoint, et malgré cela, il a essayé d'entretenir et de mettre en place des rapports avec les étudiants, les personnes politisées. Et à l'époque, on se souvient qu'on se préparait à l'organisation du 18e congrès extraordinaire de l'UGET, c'est-à-dire l'organisation estudiantine qui était interdite. Et il m'a demandé de l'aider en écrivant sur les colonnes d'un journal dans ce sens-là. Et voilà, maintenant je passe aux circonstances de son arrestation et de son assassinat. Voilà, en 1983, il a travaillé en secteur privé, en bâtiment, et par la suite, il a choisi de devenir instituteur dans les régions rurales de Siliana, son gouvernorat d'origine. Et c'était un choix délibéré, suffisamment conscient, et parce qu'il faisait partie des cercles de discussion en vue de mettre en place et d'instaurer le Parti communiste des ouvriers
un Tunisien qui était en gestation à l'époque. Et Nabil, il était en connaissance parfaite de toutes les obédiences, de toutes les orientations, qu'elles soient de gauche ou de droite, islamistes ou laïques. Et il discutait avec tout le monde. À Siliana, les bourgades où il a enseigné. Et comme je l'ai dit, il y avait une tendance donc, aux préparations à mettre en place ce nouveau parti communiste, mais tous on a vécu la révolte du pain de 83-84 et les jeunes de Gafour y ont pris donc joué un rôle important et on a arrêté des jeunes, des élèves donc, qui ont accusé de mettre le feu à des institutions. Ils ont été mis en prison et ça a été vite donc fait. Et en 1985, on a vécu la crise syndicale de l'UGTT, la centrale syndicale, et à Darfour, les syndicalistes, nous avons, avec Nabil, on a lutté pour protéger le siège de l'UGTT légitime et les autres partis adverses donc, ont agressé mon frère et lui ont cassé même le bras lors de ce conflit intersyndical. Et en 87, le POCT, notre parti, donc, a promulgué ou il a publié un communiqué sur la crise politique et la lutte pour le pouvoir entre les islamistes et le pouvoir. Le titre était le pouvoir entre les islamistes et le pouvoir. Quel intérêt pour le peuple? C'était le titre de ce communiqué. Et le communiqué donc a exigé de dissoudre toutes les institutions du pouvoir et il a appelé à l'organisation d'élections libres et ouvertes à toutes les orientations et partis politiques. Ici, le chef du poste de police de Darfour intervient et il a essayé de mener une enquête sur la genèse de ce communiqué, de ce tract. Il a mené son enquête, il a arrêté tout d'abord un jeune et ce jeune a été torturé lors de son arrestation d'une manière barbare. Ce jeune s'appelle Chedli Jouini, donc il a été l'objet de tortures atroces et au bout d'une journée, j'ai moi-même donc été convoqué au poste de police donc, le vendredi après-midi. Je me suis rendu volontairement. On a eu un débat avec les policiers et je leur ai dit donc pourquoi cette convocation. Ils m'ont donc dit que toi, Riva Barakati, vous êtes communiste. Et donc une querelle s'est installée entre nous sur le sens de communiste. Il m'a dit en quelle année vous êtes né? Je lui ai dit 54. Il m'a dit le policier que moi-même je suis né en 1954 et vous considérez comme un militant culturel ou en matière de cinéma, moi aussi. Et par la suite, donc, on a soulevé le cas de Nabil et je lui ai dit pourquoi donc, vous cherchez mon frère Nabil. Et donc ils ont emmené ce Chedli, ce jeune dont j'ai parlé, qui a été torturé. Il était dans un état lamentable, roué de coups, avec des odèmes partout. Et je le connais, il était méconnaissable. On lui a demandé de dire ce qu'il a dit. Il a dit que voilà, lorsque vous serez fortement torturé, dites que c'est Riva ou Nabil qui sont à l'origine de ce tract. Et donc on m'a bien sûr arrêté toute la nuit et recherché mon frère Nabil qui enseignait. Et il a appris qu'il était recherché par la police le samedi matin de son propre gré. Il s'est adressé, il s'est livré de sa propre volonté au poste de police de Siliane.
Et il a été donc arrêté après s'être rendu donc à la police. Et par la suite, moi j'ai été relâché et on m'a donc demandé de ne pas quitter la région. Et mon frère donc il a commencé à être torturé. Voilà, j'ai été un peu bref, j'ai sauté quelques passages de cette histoire et je rappelle tout simplement que il m'a insinué donc je faisais une sorte de discorde, que je s'aimais mon frère et moi, et il m'a insinué également que mon frère serait sauvagement torturé avec les moyens que l'on connaît, roué de coups, et par la suite et j'ai appris que vraiment les tortures étaient inouïes. Même les bourreaux les plus anciens au ministère de l'Intérieur ne pouvaient pas faire ça. Et même le gouverneur de la région, il a dit que malheureusement, votre frère, il est tombé sur quelqu'un qui n'est pas professionnel en torture. Imaginez. Et par la suite, notre maison a reçu la visite des policiers qui ont fait des perquisitions minutieuses ma mère lui a demandé mais mon fils, où est-ce qu'il est, Nabil? Il lui a dit que votre fils n'a pas avoué les faits, et moi si j'étais à la place de l'autre tortionnaire, je l'aurais obligé à avouer. Imaginez le cynisme. Voilà, donc c'est des moyens utilisés pour la destruction psychique, et eux, ils considèrent cela comme étant un fait normal qu'ils faisaient tous les jours. Je souhaite ne pas entrer dans les formes de torture telles que le fait d'enlever l'arrachage des ongles et le fait de mettre ou de brûler les cheveux. Non, Madame Ben Sedrine lui demande d'être dans d'entrer dans le détail concernant les formes de torture. Donc ces procédés, disons ordinaires, dont ne cesse de parler, ont été donc expérimentés, mais en plus de ça, d'autres procédés de torture diaboliques. Donc imaginez, on utilise des pinces pour lui enlever les ongles. On l'a vu la dernière fois comme une saucisse, c'est-à-dire l'été, donc non seulement en haillant, mais sa chair était déchirée littéralement. Il y avait la figure cassée, mais je ne sais pas, son visage peut-être ressemble au masque de la mort qu'on voit dans les rituels funéraires à l'époque punique que la Tunisie a connu. Les puniques l'utilisaient pour faire rapport à la mort et pour l'empêcher de venir. Et donc, on ne peut pas imaginer cette vue que j'ai eu la malchance de contempler, c'est-à-dire la figure de mon frère. Et donc, mon frère, il est mort sous la torture. Et donc, la nouvelle a été propagée à Gafour avant le 8 mai, que les choses sont faites, les jeux sont faits, et même le maire de la ville, qui était un médecin, donc il a laissé entendre qu'on ne pouvait rien faire pour Nabil. Et par la suite, lors de nos entretiens avec le gouverneur, c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est l'erreur d'une personne, c'est-à-dire on a imputé la responsabilité à ce policier, et donc lorsqu'il a perdu la vie, le chef de police donc a orchestré une pièce de théâtre, si vous voulez. Donc il a prétendu qu'il y a des voies ferrées derrière le poste de police, et que
ce terrain-là qui dépendait de la Société nationale des chemins de fer et que voilà, il y a un canal d'évacuation d'eau pluviale qui déversait donc, dans cette cuvette, et donc il a trouvé la solution simple, c'est de jeter le corps de mon frère là-bas, et par la suite il a prétendu que mon frère il a pris la poudre d'escampette et qu'il a emmené avec lui un revolver, et donc on est sorti tout bêtement, on recherchait notre frère, on a fouillé partout, et le pays était calme, il n'y avait pas de police dans les rues, il n'y avait rien, c'est le calme absolu. À la fin, donc, je me suis rendu à l'évidence et je leur ai dit que c'est fini, mon frère il est mort. L'aube donc du jour suivant, on est rentré chez nous avec ma sœur Benjamin. Ce qui me restait dans la tête jusqu'à maintenant, jusqu'à ma mort future, c'est que cette aube-là, cette lueur de lumière matinale que j'ai vécue, et moi je suis fils de paysan et je comprends la signification de cet éclair de matin. Le problème, c'est que les poètes qui ne cessaient de décrire la beauté de cette période matinale, moi c'est devenu un cauchemar pour moi, et je ne pouvais plus donc supporter. C'est plus fort de toute autre torture lorsque je me souviens de la figure ou du visage défiguré de mon frère torturé. L'essentiel. Après, vers 7h30, il y a donc un élève donc, qui allait à l'école, et il a crié parce qu'il a vu le corps de mon frère, et une autre dame donc, a apporté un drap pour le couvrir, et une autre personne donc, a téléphoné à mon frère aîné Habib, et voilà, on s'est communiqué entre nous, et moi je suis sorti les pieds nus lorsque j'ai appris la nouvelle pour voir mon frère, et je me suis rendu dans le quartier où on a découvert la dépouille de mon frère. J'ai trouvé que beaucoup de gens ont été sur place déjà. Il y a une personne donc, qui s'est penchée sur le drap, et donc il a découvert le visage de mon frère. Il y avait un policier qui n'a pas bougé. Il y a des gens qui étaient dans un état de choc. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai quitté la ville. J'ai rencontré des sortes de manifestations, des manifestations de soutien à mon frère. Je me souviens tout simplement qu'il y avait un convoi, un cortège de voitures de police qui m'ont encerclé. Donc j'ai été amené de force, et j'ai été amené pour être arrêté loin dans la ville voisine de Krib et la ville de Gafour. Donc la situation est devenue très tendue avec des manifestations des élèves, et il y avait un internat, et depuis cette date-là, on a décidé d'évacuer les élèves de l'internat, de les priver de leur internat et de consacrer leur logement aux forces de l'ordre amenées, et l'internat il est devenu une sorte de caserne, et la ville de Gafour est devenue une ville en état de siège, et c'était le mois de Ramadan, et on a assisté tous les jours à des joutes de confrontation entre la population d'un jour et les policiers. Les habitants protestaient contre cet assassinat barbare et exigeaient que la dépouille soit enterrée par les habitants et par sa famille. Et par la suite, on se demande que s'est-il passé par la suite.
Voilà, le procureur général de la République, s'est déplacé. Il a exigé de transférer la dépouille de mon frère à l'hôpital régional de Siliana. Et je vous ai remis une photo que j'ai publiée sur Internet. Donc il y a eu un coup, il y a un endroit à côté de la tempe de mon frère qui était rasé. Mais pourquoi cet endroit-là a été rasé? Eh bien, la raison, parce que il y a l'impact d'une balle dans cet endroit-là, et cela, bien sûr, laissait des brûlures ou des traces de brûlures, et ça donc aidait la médecine légale à suivre peut-être le cheminement de l'acte d'assassinat et la balistique et toutes ces études. Donc ils ont essayé d'enfouir toute preuve dans ce sens. Par la suite, avec mon frère, mon second frère, on s'est adressé au juge d'instruction et il nous a reçus, il nous a voilà, il a pris un papier sur lequel il y a un plan des voies ferrées avec l'emplacement du poste du police, avec le domicile du chef de police et le plan, voilà le plan avec la géole. Et il a dit que on a trouvé le corps de notre frère dans cet endroit, mais il a toujours prétendu que mon frère a subtilisé le revolver et il est mort peut-être en essayant de sauter le mur. Je lui dis, mais monsieur, qui êtes-vous? De qui parlez-vous? Quelle mascarade vous êtes en train de raconter, monsieur le juge d'instruction? Est-ce que Nabil avait la possibilité physique de bouger? Il était épuisé, il est mourant, torturé. Comment voulez-vous que mon frère aille ou prenne la fuite? Est-ce qu'il s'est suicidé? Mais il vous reste que dire que c'est toi qui l'as tué ou l'a tué. Et ce corps, il m'a dit, est-ce que tu l'as vu? Je lui ai dit, mais toute la ville l'a vu. Allez, monsieur le juge, convaincre les habitants de la ville du fait qu'il ait volé un revolver et a pris la fuite du poste de police. Donc, il n'a même pas emmené avec lui même des vêtements. Et il a trouvé le luxe, selon vous, de voler un revolver. Voilà, le juge, donc il s'est tu tout simplement. Et il y a autre chose dont je vais parler, c'est que le 8 du mois, les forces de police de l'ordre public ils sont venus et on m'a emmené une autre fois au siège du gouvernement à Siliana, au district de la police. J'ai trouvé toute l'institution de la magistrature et de la sécurité, et sans qu'il y ait vraiment une différence, parce qu'il y a une confusion totale entre ce qui est judiciaire et exécutif. C'est une bande criminelle, je l'utilise. Il y avait une personne qui était habillée en cuir et comme un cow-boy, il arborait le pistolet, il était sur le point peut-être de tirer, et moi je suis entré en une âpre discussion avec monsieur le procureur de la République. Il m'a répondu qu'il y a une clause dans notre loi, c'est qu'on peut donc accorder ce qu'on appelle une certaine clémence à ce que vous avez proféré et dit à notre égard. Et voilà, c'est une chance que je vous accorde. Calmez-vous, cher jeune, et rentrez chez vous. Mais mon frère aîné, Habib, lorsqu'il s'est adressé pour porter plainte, on lui a demandé d'attendre sans lui apprendre que son frère était décédé jusqu'à l'après-midi. Mais Habib, mon frère, il n'a appris la mort de mon frère que grâce à moi.
Et donc il était totalement abattu, détruit. Le responsable de la magistrature dit que vous devez rentrer. Ben, on a refusé et il posait des questions inacceptables, genre est-ce que tu sais conduire ou non. Voilà, c'est la situation. Voilà, monsieur. Nous voulons donc peut-être découvrir le volet judiciaire. Vous savez qu'il y a une décision de justice qui a été rendue et depuis, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le procureur allait dans le sens de cacher le crime et les gens de Gafour étaient présents, étaient là, et jusqu'à ce qu'il y ait eu l'enterrement du défunt. Et pendant ce temps-là, lorsqu'il y a eu des mouvements à Gafour, donc on l'a emmené à l'hôpital Charles-Nicolle à Tunis pour le médecin légiste. Et le rapport du médecin légiste, et nous étions sûrs que c'était un rapport de médecin légiste objectif, sain et sincère. Et il est fini, donc il est arrivé à dire qu'il était mort sous torture, et il y avait la description de son état, de l'état que nous connaissons bien. Mais ils n'ont pas voulu le mettre dans le dossier, ce rapport, et ils ont fait un deuxième rapport avec un deuxième médecin légiste. Le deuxième, je connais son nom, je me rappelle encore, je me souviens encore de son nom, et je ne vais pas le citer, pas de peur pour lui ou de lui, mais parce que je le méprise. Je ne citerai pas son nom. Il a dressé un rapport où il a semé le doute. Et bien sûr, la cause de la mort n'était pas précise, ça peut être n'importe quoi. Et sur cette base, donc, a commencé l'enquête. Et nous, en tant que famille du défunt, on a donc demandé à approfondir l'enquête, complément d'enquête, etc. Donc les avocats, il y a eu donc près de 100 avocats qui se sont portés volontaires. Et la famille donc a chargé mon père, parce que lui aussi, il s'est complètement effondré après donc on a chargé le maître, un avocat que je ne nommerai pas non plus. Et nous sommes tous allés au tribunal pour approfondir et faire un complément d'enquête. Et là, il y a eu un deuxième rapport de médecin légiste, etc. Et puis, les audiences ont été donc désignées, fixées. Il y avait 4 ou 5 audiences qui étaient toujours au mois de juin. La première audience était la plus importante. Nous sommes allés, toute la famille, nous sommes entrés dans la salle d'audience, ses amis, sa famille, c'était plein, il y a des gens même qui étaient dans la rue, de la société civile, des étudiants, donc tout le monde parlait de ce cas-là, et c'était vraiment Et avant donc le début de l'audience, le président a annoncé avec son marteau donc que l'audience sera une audience fermée et sans présence de quiconque, et donc il a demandé à faire évacuer la salle d'audience. Et c'est pour ça que je dis que la justice est mais vraiment parce que la justice couvre donc le tortionnaire, et il est encore pire que la police. Et donc tous ces gens-là n'étaient qu'un petit boulon dans toute cette machine. Mais les grosses têtes et les grosses têtes, les grands organes, etc., ne sont pas là. Mais moi, j'insiste et je dis en votre présence,
sur cet aspect, c'est-à-dire que la responsabilité, ce n'est pas uniquement celui qui a exécuté, mais celui qui s'est tué. Et beaucoup d'agents de la police qui ne l'ont pas touché, certainement. Il y a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas touché. Et moi, je les accuse et je demande qu'ils soient donc passés en jugement parce que c'est ne pas porter de secours à personne en danger. Et là, c'est écrit donc dans les lois. Et là, il doit donc être puni. Il n'a pas dit, donc il n'a rien dit, il n'a pas informé ses parents, il n'a pas transmis, ça fait une intention d'information, tout ça n'a pas. Donc ainsi, c'est toute une machine où l'on trouve la justice, le médecin de l'hôpital, et qui lui a donc coupé les cheveux. Et le juge d'instruction qui est venu mentir, qui dit il a escaladé un mur ou bien il est sorti par cette rue, c'est-à-dire la rue Bourguiba. Donc là, en short, torse nu, etc., il passe devant les cafés, etc. C'est impensable. Donc, la première audience, donc il y a eu 3 ou 4 encore audiences, toujours au mois de juin. Et les avocats ont présenté leur demande, leur rapport, demandant tout ce qui a été confisqué, demandant aussi le dossier d'arrestation, tout ce qui existait dans la chambre de torture. Ils ont demandé plusieurs éléments, mais ils n'ont satisfait aucune demande des avocats. Et lors de la dernière audience, il y a eu donc la prononciation d'un jugement sans écouter les témoins, sans nous entendre nous, sans entendre les plaidoyers des avocats. Rien de cela n'a eu, ni les demandes de la défense, ni les éléments confisqués, ni les compléments d'enquête, ni les rapports médicaux, ni les plaidoyers d'avocats. Rien de tout cela. Ainsi, le juge donc a prononcé un jugement qui condamne 3 personnes à 5 ans de prison. 3 qui étaient le chef donc, du centre de police et 2 autres. Et, ils ont passé le reste de la période après leur arrestation, et ce qui est vraiment ridicule. Ensuite, le chef de poste de police est devenu un caporal. Un caporal donc dans la chambrée. Et M. Béchir Sid a été arrêté lors d'une affaire politique. Et le directeur de la prison, puisque vous, le bâtonnier, vous allez chaque année à Gafour pour donc célébrer donc l'anniversaire ou bien de la mort de Nabil, donc voilà, vous allez être mis en prison avec ce chef de police, et certainement, et je ne vais pas citer les noms, mais voilà, il nomme donc certains qui étaient présents de la part qui appartiennent à la société civile, et les intellectuels, les poètes, les artistes, tous venaient chaque année le 8 mai, venaient célébrer donc la mort de Nabil. Je vais faire cette parenthèse, bien que j'y reviendrai certainement après quelqu'un. Il ne vous reste, monsieur, que 5 minutes parce que nous avons encore à traiter 5 cas après vous. En fait, pour Nabil, l'affaire de Nabil, il ne s'agit pas donc de Nabil qui est mort, non. Donc l'événement du 8 mai pour la famille, c'était donc une bombe à fragmentation. Et toute la famille a été détruite et a vécu sous le despotisme de Ben Ali jusqu'à son départ. Et ils ont tous pâti de cela. Donc, mon père, mon frère aîné,
mon frère qui était inspecteur central dans la finance, il a été destitué, renvoyé de son travail. Moi-même aussi, je ne veux pas parler de moi, mais je dois demander pardon de ma fille Nawel qui était morte après Nabil et qui a été donc mise au monde prématurément. Et jusqu'en 2007, Salim, qui était en deuxième année secondaire et qui devait aller dans un stage de langue à Londres avec Bourguiba School, il a été renvoyé de Hamlin et on n'a pas voulu lui donner son passeport, lui disant que ton père est de l'opposant. Mon autre fils donc, qui est au HEC, il a été empêché d'avoir son passeport, il a été frappé aussi, moi aussi, et ma femme, et mes enfants, depuis 1986 jusqu'en 2014 ans, sans passeport. Et ma fille qui est morte, mes enfants ont été torturés, ma maison à Hamjat était tout le temps surveillée, sous surveillance. Et mon frère aîné qui est venu, mon frère aîné donc a été poursuivi par la garde nationale. Donc, on dit Sami est entré chez Barkati. Je ne suis pas allé chez Rida Barkati, mais je suis allé chez ma soeur. Donc, mon frère, Rachid, il était mort dans la misère. Et je peux parler à une heure de lui, le chef donc, de district de la police, parce qu'il vivait dans la maison familiale. Il était donc un simple fonctionnaire et on a dit que Riva a passé la nuit chez son frère. Et Rachid était un bon vivant, intelligent, etc. Et donc, en fin de compte, lorsque c'est avéré que j'ai passé la nuit avec lui, donc dans sa maison, c'était moi qui étais chez lui. Parce que si vous me donnez donc une maison de fonction, peut-être que si vous me donnez que mon fils ne vient pas, peut-être bien, mais moi je ne peux pas le faire parce que c'est une autre maison. Donc il y a beaucoup d'occasions où il ne voulait pas donc obtempérer. Il est devenu atteint de maladie cardiaque et donc il est passé en conseil de discipline, etc. Moi je peux parler 2 heures pendant 2 heures de Rachid. Je ne vais pas parler de l'histoire de Shelby, lui qui a été renvoyé pendant 5 ans, il était inspecteur central des finances. Donc ceux qui ont travaillé avec lui dans les douanes, dans les services de douane, peuvent bien il était excellent dans son travail, on l'appelait chef. Et pendant les 5 ans, il était donc renvoyé. Il a publié plus de 5 livres. Et malheureusement, il est resté marginalisé et psychologiquement, il est complètement détruit. Et il est revenu à son travail et donc on le payait moins, on le mettait donc au frigidaire comme on dit. Et Hind donc s'est marié et son mari n'a pas pu avoir son passeport pour rejoindre sa femme. Qu'est-ce que voulez-vous que je résume? Que voulez-vous que je résume là? Il y a beaucoup d'autres éléments que j'aimerais bien détailler. Oui, c'est M. Ridal, nous savons que l'affaire de Nabil Barak, il y a 2 ou 3 points que je voudrais bien citer avant de terminer. Et je le ferai succinctement et vite. Tout d'abord, donc, il y a des recommandations et le testament. Le testament, c'est que le 8 mai 2015, je suis allé avec Radi Nasraoui, maître Radi Nasraoui, et avec donc l'instance de lutte contre la torture au
palais présidentiel et nous avions demandé que le 8 mai devienne le jour national de lutte contre la torture. J'ai pris donc la parole après Maître Nasraoui et je lui ai dit que ma mère, lorsque ma mère attend toujours que ce 8 mai devienne donc un jour officiel pour célébrer donc la lutte contre la torture. Et c'était vraiment le testament de ma mère. Et elle disait que j'espère qu'aucune mère tunisienne donc ne vive ce que j'ai vécu. Et j'ai informé le président de la République et je pense que sur le site de la présidence, le 8 mai donc, a été donc décidé comme étant une journée de lutte contre la torture. Mais il y a un événement, il y avait un groupe de femmes qui sont venues lui rendre visite et un jeune qui était resté à la maison et elle lui a dit Madame, vous pensez bien que ce 8 mai deviendra vraiment donc un jour de célébration de lutte contre la torture. Et voilà, vous voyez Hamal Hamam, il va y avoir beaucoup d'autres qui sont sous la torture et qui continuent à être torturés. Vous pensez bien ce que vous dites? Elle lui a dit quand tu étais jeune, pendant les années 50 et 60, les enfants allaient chez donc, le maître de l'école coranique. Avant donc l'école et l'institut avait donc un petit bâton, mais il frappait assez doucement, etc. Donc l'école a évolué. Maintenant, y a-t-il des instituteurs qui frappent les enfants? Il y aura un jour, dit-elle, grâce à la culture, grâce à l'éducation, grâce à ces gens qui étaient là, les bons Tunisiens, ces professeurs, les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui sont en train de militer au niveau politique, etc., hommes et femmes, et l'association des femmes démocrates, etc., les syndicalistes et tout. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Mais malheureusement, je ne peux pas m'étendre sur cela. Et je suis très fier de voir Oulad Ahmed avant sa mort, une année avant, et quand quelqu'un lui a dit que voilà, c'est Rida Barkat, le frère du martyr Nabil. Il a dit, je le connais, je connais son père et sa mère. Et j'ai déclamé ma poésie en présence de sa mère. Donc la journée nationale pour la lutte contre la torture, c'est une journée qui a été demandée par tout le monde, quelle que soit leur tendance intellectuelle, culturelle, et tous les libres de Tunisie nous ne demandons rien. Nous demandons une seule chose, qu'aucune mère tunisienne ne vive ce que nous avions vécu. Malheureusement, Nabil ne fut pas le dernier des torturés et vous saviez que j'ai soutenu à Rgiri, à Megrine et aussi avec Arbi Hichri, à la cité Tadam et d'autres. Donc c'est une question pour nous, ce n'est pas une question privée, spéciale, c'est une question nationale. Donc mes recommandations, au mon nom propre et au nom de toute la famille, et j'aimerais que l'instance prenne ces recommandations, qu'elle les mette dans ses rapports. Nous maintenons toujours que la journée nationale contre la torture soit une journée officielle. Et aujourd'hui, la présidence de la République est d'accord. Même l'ancienne présidence aussi était d'accord. Nous voudrions que la présidence actuelle donc accomplisse la chose définitivement, et c'est grâce à vos efforts et aux efforts de tous ceux qui ont toujours combattu pour l'élimination, l'éradication
de la torture. Deuxièmement, une deuxième recommandation que j'ai exprimée déjà, quand on m'a dit qu'est-ce que vous demandez, ma sœur aînée qui était là, il n'y a même pas une rue qui porte son nom. Non, on n'a pas besoin d'avoir une rue en son nom. Nous avons donc le centre de police de Gafour a été brûlé pendant la révolution. C'était un ancien bâtiment construit par les Français et les Italiens. Et puisqu'il y a eu donc la justice transitionnelle, comme ça s'est passé en Afrique du Sud et au Maroc, il y a certains endroits sont symboliques. Que ce centre devienne donc un local où se réunissent toutes les associations et la prison du 9 avril a été complètement détruite et nous avons toujours ils n'ont pas documenté la prison. Donc le centre de police de Gafour, nous demandons qu'il devienne un musée de la lutte contre la torture. Et l'association portant son nom aura son local dans ce centre, les défenseurs des droits de l'homme aussi. Et j'avais l'intention de vous raconter comment a grandi Nabil. Et notre famille possède des milliers de livres, quelques milliers de livres. Et nous aimerions bien donc en faire une bibliothèque que l'on installera dans ce centre. C'est donc les livres qui appartenaient à mon grand-père, des exemplaires du Coran de mon grand-père, et les livres d'Habib et beaucoup de livres syndicalistes et beaucoup de livres aussi, syndicalistes et communistes. Et la fille de celui qui a écrit la Marseillaise en 1871, et c'est de là, elle est sortie vivante et elle s'est mariée à un syndicaliste, un militant syndicaliste. Et elle était venue en Tunisie, elle a habité Gafour. Et mon oncle avait donc le certificat en 1933, il appartenait au Parti communiste. Oui, notre enfant est communiste et nous sommes fiers de lui et nous savons ce que c'est qu'un communiste et nous savons que le communisme est vraiment la fleur de l'esprit humain et de la pensée humaine. Et le communiste est un homme bon et il insiste, bien sûr, par mémoire pour Nabil, qui a choisi cet esprit et qui est fidèle à son esprit. Et je vous remercie. Et j'aurais aimé continuer. J'ai beaucoup à dire, mais je respecte et la séance et les gens qui vont parler après moi. Et merci encore.